Yop tout le monde, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve en ce dernier jour de 2023. Vous allez dans quelques heures réveillonner la Saint-Sylvestre en compagnie de votre famille ou de vos amis, passer les dernières heures de 2023 et les premières de 2024 accompagnés de vos proches. Et je vous souhaite d'ores et déjà un joyeux 31 décembre et c'est également le jour que j'ai choisi pour réaliser le bilan de la première partie de saison. Oui, on est déjà au tiers de cette Coupe du Monde édition 2023-2024 de biathlon. 3 étapes de Coupe du Monde disputées sur les 9 que compose le calendrier. C'est le moment, un petit peu comme l'an dernier à la même époque, que j'ai choisi pour réaliser le bilan de cette première partie de saison, vous faire part de mes satisfactions et au contraire de mes déceptions. D'ailleurs, je vous invite dans l'espace commentaire à me faire part de ceux qui vous ont déçus et au contraire de ceux qui vous ont plutôt surpris positivement. Moi, je vais pas vous le cacher, ma première déception, c'est certainement Dorothea Virer, l'Italienne vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 2019 et en 2020, qui est méconnaissable en ce début de saison, anonyme 22e du classement général et qui a pour meilleur résultat une lunaire 14e place sur la poursuite d'Östersund, de loin, très très loin de ses standards. Alors bien sûr, Dorothea Virer conserve un pourcentage de réussite au tir assez impressionnant, 90,5% de réussite face au cible. Malheureusement, là où bas blesse, c'est sur les skis, 9,6 secondes de perdu par tranche de kilomètre. Ça représente grosso merdo sur un sprint 1 minute 12 de perdu par rapport au meilleur temps de ski. C'est comme si elle s'est lancée avec déjà 3 tours de pénalité sur une Elvira Oeberg qui, depuis le début de saison, on le rappelle, est la plus rapide. Alors, au-delà de ces mauvais temps de ski, moi, ce qui m'inquiète le plus chez Dorothea Virer, c'est sa motivation. On l'a dit et répété, durant l'intersaison, pendant la période estivale, Dorothea Virer avait annoncé que cette saison 2023-2024 serait capitale quant à la suite de sa carrière. C'est à ce moment-là qu'elle déciderait si oui ou non elle allait pousser jusqu'aux Jeux de 2026 qui auront lieu en Italie sur le site d'Antolz-Anterselva, là où elle avait vécu un bonheur incommensurable en 2019 lors des championnats du monde. Mais quand on voit la motivation de Dorothea Virer, qui est en berne depuis le début de la saison, d'ailleurs elle l'avait annoncé avant l'étape d'ouverture de Östersund, quand on s'aperçoit qu'elle va zapper au Oberhof, on peut se poser la question de savoir si oui ou non elle va arriver à réagir en cette saison 2023-2024 et si oui ou non elle arrivera à pousser sa motivation jusqu'en 2026 pour aller chercher ces fameux jeux à la maison. La deuxième grosse déception, c'est certainement Anna Oeberg, la sœur d'Elvira, qui réalise pourtant un début de saison plutôt intéressante, mais sa sœur aînée, Anna, on va pas se le cacher, est un petit peu en dedans, seulement 11e du classement général avec pour meilleur résultat une 3e place sur la Mastart de Lenzerheide, dernière course de 2023 qui va peut-être complètement lancer son début de saison 2023-2024. Mais notre amie Anna Oeberg est en difficulté sur les sprints depuis le début de la saison, mais surtout sur le pas de tir, seulement 82,5% de réussite face aux cibles. C'est là où bas blesse, puisque sur les skis, eh bien Anna Oeberg est plutôt rapide. Elle concède à sa sœur Elvira seulement 2,3 secondes par tranche de kilomètre, ce qui représente grosso modo sur un sprint seulement 17 secondes de retard sur sa sœur cadette. Autant vous dire qu'Anna Oeberg, avec ses temps de ski, si elle arrive à corriger le tir sans mauvais jeu de mots face aux cibles, sera capable à nouveau de monter sur le podium, d'aller chercher des victoires comme elle l'avait fait l'an dernier, et pourquoi pas de penser à un rapproché au classement général, elle que j'annonçais en début de saison, notamment lors de la vidéo présentation, comme possiblement capable d'aller chercher une 3e place au classement général de la Coupe du Monde, ce qui relève d'un véritable exploit pour elle, puisqu'elle ne l'a jamais fait en carrière. Et oui, Anna Oeberg, aussi forte soit-elle, c'est plus une fille de grand championnat plutôt qu'une fille de classement général. On le rappelle, plusieurs fois championne du monde et déjà championne olympique. Il sera donc intéressant de savoir comment le début d'année 2024 va se passer pour la Suédoise. La dernière grande déception de ce début de saison, c'est certainement pour nous Français la plus importante d'ailleurs, c'est le début d'année cataclysmique de l'équipe de France masculine qui réalise sa pire saison depuis l'année 96-97, 27 ans qu'on n'avait pas vu pareil débâcle. Aucun podium sur les 4 premières semaines de compétition et un Quentin Fillon-Maillet, on le rappelle, vainqueur du classement général en 2022, double champion olympique cette année-là, 14e du général, qui est numéro 1 français en ce début de saison, une équipe de France masculine de manière générale, à côté de ses pompes, notamment face aux cibles, 82,3% de réussite au tir. Pour vous donner un ordre d'idée, mais surtout un ordre de comparaison, l'équipe de Norvège, c'est 87% de réussite face aux cibles. On est très très loin de ce qu'avait annoncé Jean-Pierre Amat, à savoir une augmentation globale de 5% de réussite. Jean-Pierre Amat, qui on le rappelle, n'est plus à présenter, multiple champion du monde, multiple champion
champion olympique de tir qui voit ses espoirs d'intersaison un petit peu envolés en ce début d'année 2023-2024. Lui qui privilégie en ce moment le tir rapide, et je vais pas vous le cacher, ça m'a fait un petit peu tilter quand j'ai entendu ça, Jean-Pierre Amat qui nous dit le but c'est de tirer de plus en plus rapidement, mais ça ne fonctionne pas. Et quand je vois 82,3% de réussite face aux cibles de manière générale pour notre équipe de France, je me dis qu'avant de tirer vite, il faudrait peut-être essayer de tirer bien, donc privilégier la précision plutôt que la rapidité. Alors je sais, le tir actuellement, il a changé de dimension. À l'époque, ceux qu'on considérait comme des véritables rafales devant le pas de tir, que ce soit les Poiré ou Fourcade qui tiraient extrêmement rapidement, aujourd'hui, ils seraient peut-être en termes de vitesse des tireurs moyens, tant on va de plus en plus vite face aux cibles. On tire pratiquement en 25 secondes sur le coucher, pratiquement en moins de 20 secondes pour certains sur le debout. C'est bien de vouloir aller vite, c'est bien de vouloir aller de plus en plus vite, mais ça ne doit pas être au détriment de la précision. Et peut-être qu'il serait intéressant, même si je ne suis pas coach de tir, éventuellement de privilégier la précision plutôt que la rapidité, passer 4 ou 5 secondes de plus sur le pas de tir et mettre les balles plutôt que de vouloir aller trop vite et d'en sortir deux et d'aller perdre 50 secondes sur un anneau de pénalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on attend une réaction de cette équipe de France qui l'an dernier a fait des pieds et des mains pour changer le staff Vincent Vitoz et Patrick Favre. On voulait un renouveau pour essayer de partir sur de nouvelles bases en vue des Jeux Olympiques de 2026. On a écouté cette équipe de France et cette équipe de France a eu son mot à dire dans le choix des entraîneurs. Certainement d'ailleurs le dernier mot, Simon Fourcade, Jean-Pierre Amat. Il faut maintenant faire avec ces garçons-là qui sont très compétents et désormais l'équipe de France n'a plus d'excuses. Il faut se remettre en question et surtout réaliser un début d'année 2024 bien plus consistant que cette fin d'année 2023 où clairement on a été très en difficulté sur le tir et c'est bien dommage parce que sur les skis, progressivement, ça monte crescendo. Après les déceptions, parlons des satisfactions. Et la première satisfaction que j'ai, c'est l'homogénéité de la Coupe du Monde féminine. Beaucoup de suspense, beaucoup d'incertitudes, des courses palpitantes et à chaque fois une vainqueur différente. Alors vous allez me dire, certains vont faire le parallèle avec le tennis, c'est pas toujours bien, mais on le sait, il y a un niveau qui est extrêmement homogène, mais surtout extrêmement élevé. Et il y a pas mal de suspense dans cette Coupe du Monde féminine, suspense qui n'existe pas chez les hommes. Et oui, depuis pratiquement une décennie, on l'a vécu, cette domination de Martin Fourcade entre 2012 et 2018. Alors nous, on était contents, côté français, de voir un tricolore tout écrasé. Mais pour le grand public, c'était peut-être un petit peu moins marrant. Martin Fourcade, dominateur pendant cette saison. Ensuite, on a eu Johannes Stignesbø, puis bien évidemment Quentin Fillon-Maillet. Et puis là, en ce moment, la Norvège qui est au-dessus du lot, au-dessus de tout. Et forcément, ça contraste avec la Coupe du Monde féminine qui est pleine d'incertitudes au départ de chaque course. On ne peut pas seulement citer une favorite chez les hommes. On va parler de Johannes Stignesbø, d'un Norvégien. Chez les femmes, c'est compliqué puisque ça peut être une Allemande, Francesca Preuss, Vanessa Voigt, ça peut être une Italienne, Lisa Vitozzi, Dorothea Virer. Bon, c'est vrai que pour la double vainqueur du classement général, c'est un petit peu plus dur cette saison. Ça peut être aussi, on ne sait pas, une Norvégienne, Knotten, Skogan, Tendrevol, ça peut être une Suédoise avec Elvira ou Anna Heuberg, ça peut être une Française avec Julia, Lou ou Justine, bref, c'est bourré d'incertitudes et c'est très plaisant à suivre, beaucoup plus que la Coupe du Monde masculine et j'espère qu'on va continuer à baigner dans cette incertitude sur ce début d'année 2024, même si forcément on aimerait bien qu'en fin de saison, une Française succède à Julia Simon. D'ailleurs, parlons-en de l'équipe de France féminine parce que c'est certainement la deuxième satisfaction de ce début de saison, une équipe de France féminine qui est juste extraordinaire. 7 podiums, dont 5 victoires depuis le début de la saison, 3 filles qui sont montées sur la boîte avec Lou, Justine et Julia, et puis surtout 2 filles qui ont gagné le doublé de Lou sur le sprint et la poursuite d'Ostersund, et puis bien sûr le triplé magnifique royal de Justine Breza-Boucher du côté de Lenzo Ride, sprint, poursuite, mass start. 3 Françaises dans le top 10, Lou Jean Monod qui malgré son impasse du côté de Lenzo Ride est toujours 10e du classement général. Julia Simon qui après un début poussif est 6e du classement. Et puis surtout Justine Breza-Boucher qui domine les hostilités, qui est repassée devant au classement général, qui passe les fêtes de fin d'année avec le maillot jaune de leader de la Coupe du Monde pour 10 points devant Ingrid Tendrevol d'une équipe de France pleine d'homogénéité, pleine de densité. Ça donne forcément des idées à des Gilles Guigola qui réalisent un début de saison plutôt satisfaisant par rapport à son niveau. Également une Sophie Chauveau qui est proche
du top 20 en Coupe du Monde. Et puis il y a un réservoir assez extraordinaire, puisque oui, on va aussi fêter les débuts du côté d'Oberhof de deux nouvelles en Coupe du Monde, Jeanne Richard et Océane Michelon, qui viennent tout droit de l'IBU Cup, avec également Anaëlle Bondou qui va peut-être arriver très rapidement en Coupe du Monde, une jeune fille de 18 ans, extrêmement rapide à ski, qui est en train aussi de tout casser en IBU Cup. Il y aura beaucoup d'homogénéité, beaucoup de batailles, et on va se tirer vers le haut pour la qualif pour les Jeux Olympiques de 2026. À n'en pas douter, une équipe de France féminine qui nous fait rêver. On espère que les homologues masculins vont bien sûr s'inspirer de ce que font leurs collègues féminines. Et après, bien sûr, les déceptions et les satisfactions, il y a aussi les constatations. Et le constat, eh bien, c'est que l'équipe norvégienne masculine est extrêmement dominatrice. C'est vrai, l'an dernier, on parlait de la domination sans partage de Johannes Stignesbø, j'en avais parlé lors de la vidéo présentation de la saison. Johannes Stignesbø, toujours favori à sa propre succession, mais qui allait beaucoup moins dominer. C'est le cas. Johannes Stignesbø est plus seul au monde, mais ses principaux concurrents ne sont pas les Suédois, avec pourtant Samuelsson qui a porté le maillot jaune de leader. Ses concurrents ne sont pas les Allemands, qui pourtant réalisent des coups depuis le début de l'année, ne sont clairement pas non plus les Français. Ce sont ses coéquipiers, Johannes, qui sont clairement ses plus grands adversaires. Tarjei Bø, vainqueur de la Coupe du Monde en 2011, l'un des dinosaures de ce circuit de la Coupe du Monde, qui, je le rappelle, a gagné une course, mais qui surtout a revêti le maillot jaune de leader de la Coupe du Monde avant de le laisser à son frère. 5 Norvégiens dans les 5 premiers. Christiansen, qui est 7ème du classement général, et Christiansen, qui ne verra pas Oberhof. Et oui, ça pousse tellement en IBU Cup, parce que là aussi, en IBU Cup, en Coupe d'Europe, les garçons font des quintuplés. Eh bien, Christiansen, direction la Coupe d'Europe pour permettre, eh bien, un petit jeune qui a pas mal performé en IBU Cup de monter en Coupe du Monde pour Oberhof. C'est vous dire la domination et le réservoir extraordinaire de cette équipe de Norvège qui n'a pas fini de nous surprendre, mais qui surtout n'a pas fini de dominer de manière outrageuse cette division de Coupe du Monde masculine en biathlon. Je vous attends bien sûr dans les commentaires pour me faire part, comme je vous l'ai dit, de vos déceptions, de vos satisfactions et peut-être de votre constatation, bien sûr, en ce début de saison. Si la vidéo vous a plu, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien et profitez bien de votre dernier jour de l'année 2023.